Hello, hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? Excusez-moi, je vais brancher mon micro. Je sais pas si le son est bon. Mais bon, je crois que ça ira. Bon, je crois que vous avez lu le sous-titre. Dans le sous-titre, ok. Bon, dans le sous-titre, j'ai bien dit que les dictateurs ne tombent pas du ciel. C'est nous qui leur fabriquons. Mais comment on les fabrique et pourquoi? C'est cela que nous allons débattre ce soir. Parce que vous voyez, le maintien au pouvoir des dictateurs dans nos pays, ce n'est pas une fatalité. Ça s'explique. Deux fois, je crois mon micro là, deux fois, cela s'explique par notre passivité, ou deux fois par le calendrier caché de certains opposants qui sont au service généralement de l'oppresseur. Donc, nous sommes tous collectivement responsables du maintien, excusez-moi, je crois, le micro là, quand je le tiens, ça fait beaucoup de bruit, du maintien des dictateurs dans notre pays. Nous allons débattre cela en donnant les exemples terre à terre. Et ceux qui ont des idées parmi les amis, vous pouvez me suggérer aussi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je disais, les dictateurs en général ne tombent pas du ciel. C'est nous qui leur fabriquons. On dit chaque société ou chaque pays mérite son dictateur. Pour la Guinée, écoutons Mamadi. Ce que Mamadi disait à la tribune des Nations Unies, ben si vous les écoutez, la raison pour laquelle il a fait le coup d'État en Guinée, c'est la même raison qu'il répète, c'est-à-dire tu dénonces quelque chose et toi tu fais le pire de ça. Donc Mamadi a tenu ce discours, je crois que c'était en 2022, je crois, 2022, 2023. Il a fait ce discours, je vous laisse écouter et puis on va revenir sur le thème. Excusez-moi. Écoutez, je crois qu'il y a un petit problème là. Le volume n'est pas là. Président, Mamadi Doumbouya II est en train de faire aujourd'hui. Écoutez-le attentivement. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues, l'endormissement du peuple, le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. République de Guinée, quand Mamadi Doumbouya I décrivait les dérives de Mamadi, Doumbouya II à l'Assemblée, général des Nations Unies, selon lui, on va réécouter encore. Conduire à un coup d'État. 1. Les promesses non tenues. 2. L'endormissement du peuple.
3. Le tripatouillage des constitutions. Par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire exactement ce que le président Mamadi Doumbouya II est en train de faire aujourd'hui. Écoutez-le attentivement. Nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues, l'endormissement du peuple, le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. République de Guinée, quand Mamadi Doumbouya I décrivait les dérives de Mamadi, Doumbouya II à l'Assemblée générale des Nations Unies, selon lui, voilà les facteurs qui peuvent... Donc, je crois que tout le monde l'a écouté, Mamadi Doumbouya. Donc, Mamadi, en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que ceux qui occasionnent ou ceux qui provoquent les coups d'État en Afrique en général, que les promesses sont des promesses non tenues et que les dirigeants qui sont là, quand ils viennent, ils modifient la Constitution pour rester éternellement. Bon, même le journaliste, il a dit, mais tout ce qu'il dit comme ça, lui-même, il est sur ce chemin-là. Qu'est-ce que Mamadi est en train de faire actuellement? Donc, c'est ça la question. Vous savez, en Guinée, le mal chez nous, c'est que le Guinéen ne tire pas les leçons du passé. On est en perpétuel renouvellement. C'est-à-dire, on fait 2 pas en avant, 5 pas derrière. C'est ça la Guinée. Le prétexte sur lequel on s'est basé le jour du coup d'État, 3e mandat. Même ce discours, ceux qui écoutent très bien le discours de Mamadi, le 3e mandat n'était pas la raison fondamentale pour lui. Leur premier discours, ce n'était pas le 3e mandat. Mais il y a certains Guinéens qui ont criminalisé le 3e mandat. Or que la Guinée, tous les présidents qui ont dirigé la Guinée, qui ont été élus démocratiquement, personne n'a fait moins de 3 mandats. Vous prenez Sékou Touré par exemple. Sékou Touré a fait 26 ans. Donc ça fait 5 mandats et 1 an. Sékou a fait ça. Lansana Conté a fait 24 ans. Ça fait 4 mandats et 4 ans. Et certains opposants même qui dénonçaient le 3e mandat, c'était eux qui étaient les parrains du coudéisme en Guinée. Nous savons tous. Donc le 3e mandat, c'était un prétexte que Mamadi a pris au rebond. Parce que Mamadi Doumbouya, il faisait partie du dispositif du 3e mandat. Donc celui qui fait partie du 3e mandat, s'il dit qu'il est contre le 3e mandat. Et puis, les gens, par naïveté ou par cupidité, le coup d'État en Guinée est différent du coup d'État au Mali. Il n'y a pas eu, disons, un soulèvement populaire qui a conduit au coup d'État. Le coup d'État, tout le monde était surpris. Mais cette manipulation, comme chez nous, certains ont fait la haine comme leur mode de vie. Même le décès de quelqu'un, ils peuvent applaudir. Donc, ceux qui avaient cette haine contre le professeur Alpha Condé ou contre son régime, ils n'ont pas applaudi Mamadi Doumbouya parce que Mamadi a fait le coup d'État, mais ils ont applaudi Mamadi parce qu'il a enlevé celui dont ils considéraient que c'est lui qui est l'obstacle pour leur accession au pouvoir ou pour leur bien-être. C'est comme ça que le coup d'État de Mamadi, avec la presse aussi qui a légitimé, disons, on disait partout
toute la Guinée était... Or que c'était Conakry. Conakry et quelques, je crois, Labé aussi, 2 jours. Mais c'est à Conakry, même pas tout Conakry. C'était sur l'axe. Mamadi a pris Alpha à Kaloum. Il n'a pas envoyé à Matoto. Il n'a pas envoyé à Matam. Il n'a pas envoyé, je ne sais pas, à Kaloum. Mais c'est dans le fief de son opposant Saint-Louis. Il a envoyé Alpha là-bas. Donc il y avait un calcul derrière. Mamadi voulait avoir cette caution, une sorte de garantie de légitimité. Mamadi voulait ces images-là pour convaincre ses patrons à l'étranger que réellement c'est le peuple qui l'a conduit. Parce que lui-même, il sait qu'il a fait le coup d'État pour un instinct de survie. Mais avec le temps, nous tous, maintenant certains, lorsqu'on disait ça au départ, ils nous prenaient pour les frustrés. Les gens, comme ils ont perdu le pouvoir, c'est le RPG, c'est ceci, ils sont frustrés. Mais aujourd'hui, ceux qui sont battus réellement pour le 3e mandat sont plus malheureux que nous. Soit ils sont en prison, certains même ont trouvé la mort, ou ils sont en exil. Aujourd'hui, où est Saint-Louis? Saint-Louis n'est plus en Guinée depuis 3 ou 4 ans maintenant. Syria est où? Ils ne sont pas en Guinée. Leur maison a été soit démolie ou réquisitionnée. Où se trouvent les Fonikemenge? Portés disparus. Personne ne sait s'ils vivent ou morts. Où se trouve la presse guinéenne aujourd'hui? Même si il y a des informations qui disent qu'ils ont reçu l'argent. Mais Lamine Grassi, les grandes gueules, ils sont où aujourd'hui? Fime est où aujourd'hui? Djouma, les grandes radios sont fermées. Donc tous ceux-ci qui ont contribué de façon directe ou indirecte aux questions de 3e mandat, qui en faisaient comme leur alibi, leur argument, aujourd'hui regrettent. Parce qu'ils se rendent compte, peut-être un peu tardivement, qu'ils ont été dupés. Mamadi, c'est un bandit chef, c'est un manipulateur. Il a utilisé cela parce qu'il sait que les gens se disaient qu'ils sont contre Alpha Condé à cause du 3e mandat. Mais il savait réellement que ce n'était pas à cause du 3e mandat, mais c'était la personne Alpha. Parce que ces gens se disent, si Alpha arrive à réaliser ce qu'il est en train de faire comme ça, nous, on est morts politiquement. En 10 ans, il a construit 2 grands barrages. Notre capacité en électricité, la capacité de fourniture en Guinée, c'était à 245 kWh. En 52 ans, avec Alpha de 245, on est passé à plus de 1000 kWh. Donc, Alpha est venu révolutionner. Mais il y a beaucoup d'opposants par la complicité aussi de l'Occident, parce que l'Occident voyait Alpha Condé, la France, les États-Unis, les pays occidentaux, comme un obstacle. Ils disent avec Alpha Condé, on ne pourra pas mettre notre main sur l'immense richesse de la Guinée. On ne peut pas maintenir la Guinée comme notre chose, parce que Alpha, c'est un panafricain et Alpha, c'est un nationaliste. Ils disent donc, faisons tout. Celui qui viendra enlever Alpha, on l'encourage et on le protège. C'est comme ça que Mamadi est venu. Mamadi, au départ, pour lui, c'est un instinct de survie. Parce que Mamadi est impliqué dans l'affaire de drogue en Guinée. Alpha était au courant. Il avait toutes les preuves. Que ce soit Mamadi, Idi Amin, Bala Samoura et Amara, Alpha avait toutes les informations. Même Général Baldé, Namori, ils avaient tous les informations. Donc ceux-ci ont profité. Le samedi, c'est le samedi en principe que le décret
de limogeage et aussi du changement du gouvernement devrait sortir. Mais ce jour-là, le fils d'Idriss Déby était venu voir Alpha Condé. C'est ça qui a retardé. Et Namori a dit à Mamadi, si tu n'agis pas aujourd'hui, dimanche le matin, ça serait trop tard le lundi. C'est comme ça. Comment peut-on comprendre Fourikaria, leur base à Fourikaria là-bas? C'est quelque chose de 70 km, je crois, voire même 100 km de Conakry. Comment 50 picoques armés jusqu'aux dents, faire plus de 100 km, venir traverser toute la ville de Conakry jusqu'à la présidence sans que personne ne lève le petit doigt? C'est qu'il y avait beaucoup de complices dedans. Donc, ce coup d'État, c'est un complot contre la Guinée. Vous savez, souvent, les dictateurs prospèrent dans un contexte de l'indifférence. Lorsqu'il y a une indifférence de la population au bien commun, à la politique, lorsque les citoyens se désintéressent de la chose publique, on participe naïvement à la destruction de la démocratie. Si nous tolérons aujourd'hui les violences que les Guinéens subissent aujourd'hui, Mamadi a commencé ça dès au départ. Dès qu'il est venu, la première décision qu'il a eu à mettre, d'abord pour la presse, il est parti tomber sur la maison de quelqu'un. Il dit que c'est la maison de l'État, sans aucune procédure. Il dit, bon, je donne ça à la presse. C'est la maison de la presse, une maison saisie inégalement, même si il se trouvait que cette maison-là, c'est un bien de l'État, mais il y a des procédures. Dans un État de droit, c'est la justice qui fait la loi, ce n'est pas les hommes. Mais quand un homme se croit supérieur à la justice, il s'en fout. Ça a été le même cas pour la maison de Siendou et de Sidia. Même si on leur reprochait que c'est les biens de l'État, mais il fallait attendre la justice faire son travail. Mais Mamadi a fait ces démarches-là pour dire aux Guinéens, moi je suis venu pour vous écraser. Et on a accepté. Parce que lorsque on tolère, on accepte les violations comme ça de droits de l'homme, de la liberté, on crée un terreau fertile pour l'autoritarisme. Parce que ce manque de vigilance de la population, ce manque d'engagement civique fait que le dictateur se nourrit de ça. C'est-à-dire, il essaie, il dit, s'ils acceptent ça, je peux continuer. Donc, à travers ces éléments-là, il y a eu un certain renoncement. Parce que dès au départ, Mamadi a cherché à sonder. Lorsqu'il a fait sa charte-là, il n'a demandé personne. Et les hommes politiques chez nous, personne n'a critiqué, tout le monde a accepté sa charte. Mais aujourd'hui, il viole la même charte que lui-même il a fait. Aucun article dedans il ne respecte. Parce que dans sa charte, il avait dit que ni lui, ni quelqu'un d'autre de membre du gouvernement ne sera candidat. Il a répété publiquement, partout au monde, il a dit ça devant le monde entier. Mais il dit aujourd'hui, non, je l'ai dit, mais ma parole n'est pas l'évangile ou le Coran, c'est pas moi. Mais tout ça, c'est nous qui l'encourageons. Comment nous sommes collectivement responsables
de la dictature. Quand je dis que la dictature ne tombe pas du ciel, c'est parce que nous acceptons. C'est parce que la peur et la résignation face à l'instabilité, à la violence, à la manipulation, la population choisit ce que j'appelle la soumission. Ce n'est pas la résilience, mais c'est la soumission. Parce qu'on est dans une situation où tout le monde a peur. Mamadi a créé la peur. Et pour entretenir cette peur-là de la population, il utilise nos imams, certains de nos imams, qui disent que celui qui a pris des armes allait tuer des gens et continue même à tuer des gens, même sans remettre leur corps à leurs parents, que c'est Dieu qui a donné l'arme à ce dernier d'être notre chef, de nous commander. Parce qu'ils savent que 60%, voire même 70% de nos parents sont des croyants et ils sont analphabètes. Ils ne peuvent pas prendre du recul envers ce que un faux, c'est-à-dire il ne peut pas différencier un faux imam et un vrai imam. Parce que pour moi, un imam qui dit que c'est Dieu qui donne l'arme à quelqu'un d'aller tuer, prendre le pouvoir, pour moi ce n'est pas un imam, c'est un shaitan, c'est un escroc, c'est un hypocrite. Il n'est pas imam. Dieu ne donne jamais l'arme à ses enfants de s'entretuer pour le pouvoir. Dieu ne le fait pas. Ceux qui placent, parce qu'on utilise la psychologie populaire pour dominer. Vous savez, il y a le premier président kenyan qui disait ça. Il dit, lorsque les colons sont venus chez nous, ils nous ont donné la Bible et le Coran. Ils ont dit de fermer les yeux pour réciter ce qui est dans le Coran et dans les Bibles. Mais avant qu'ils n'ouvrent leurs yeux, ils n'avaient rien maintenant. Leur terre a été prise par le colon. Donc, cet endoctrinement à travers la religion et les croyances, ça a été l'arme, la religion en tant que telle même, sans être qualifié de mécréant. La religion n'est pas venue avec un livre convaincre les gens, c'est avec les armes qu'on a imposé la religion monothéiste là à nos parents. Nos ancêtres avaient leur religion, ils étaient en communion avec Dieu, mais que ce soit l'islam, le christianisme, je ne sais quoi, c'est les religions importées. On nous a forcés à être dans cette religion. Et maintenant, nous avons adopté avec le temps, c'est devenu avec le brassage de certaines traditions chez nous. Mais laissez-moi vous dire, nous les musulmans, vous croyez que l'arabe considère un musulman africain noir par rapport à lui? Il dit l'islam des noirs, c'est pour les noirs ça. Eux, leur l'islam, moi j'ai vécu, j'habitais en colocation avec un Algérien, il m'a dit carrément, il dit hey, chez nous là-bas en Algérie, il dit partout dans les pays arabes là, un noir qui pratique la religion musulmane, à la mosquée on va te dire mon frère, hein, il dit mais entre nous, nous disons que votre façon de faire l'islam là, ce n'est pas le vrai islam. Que vous êtes rentré dedans et vous ne savez pas. Il dit, mais vous priez dans une langue que vous ne comprenez pas. Il dit, moi, l'arabe, c'est ma langue de naissance. Il dit, je t'ai demandé certains mots, tu me dis que tu ne comprends pas. Il dit, comment tu peux prier dans quelque chose, dans une langue où tu ne comprends rien dedans? Il dit, donc, on ne vous considère pas comme les vrais musulmans. Hein? On vous tolère. Et puis, il m'a dit carrément, on était là, on causait après. Bon, moi, avec un esprit ouvert, je voulais comprendre réellement. Parce qu'un jour, il m'a dit, il dit, mais comment tu t'appelles Mohamed Lamine? Il dit, mais pourquoi ton nom là?
Au départ, j'ai dit, mais tu veux te foutre de moi ou quoi? Mais j'ai réfléchi, j'ai dit, non, c'est mes parents qui m'ont donné ça. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire lamine en islam? Il dit, bon, mon mère, tout le monde sait ça, c'est le nom du prophète. Il dit, mais lamine veut dire quoi? Je te jure, je ne connaissais pas, je ne sais pas. C'est lui qui m'a dit, il dit, lamine veut dire la paix en arabe. Il dit, si tu ne connais pas la signification de ton prénom, pourquoi porter un prénom qui n'est pas le vôtre? Mais voyez-vous, donc ça veut dire que avec la religion et tout ce qui est sauvé, on utilise les imams, les gens qui rentrent, c'est-à-dire qu'on considère comme les porteurs de la parole de Dieu, pour nous conditionner à accepter notre soumission. Donc Mamadi, il y a dans ça qui a fait un communiqué où il demande tous les imams de la Guinée de prier pour que leur faux référendum là puisse passer. Mais un référendum, dans un pays, une constitution, c'est comme un contrat. C'est un contrat social. Mais tu veux dire à quelqu'un de signer le contrat sans avoir lire le contrat. Il ne sait même pas ce qui est dans le contrat. On dit aux gens, il faut voter. Maintenant, ils ont donné l'argent à certains petits partis là, qu'ils ont donné les certificats. Ce sont eux qui font les campagnes. Mais la population ne sait même pas ce qui est dans ce... Je dis, tout ce que ceux-ci veulent faire. Parce que Mamadi, son vrai problème aujourd'hui, on l'a dit, d'organiser n'importe quoi en Guinée, mais qu'il soit légitime. Qu'on dit demain il est président élu, que même si c'est deux personnes qui votent pour lui, il a la recherche de la légitimation. Mais quand je dis que nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive maintenant, peut-être au départ, certains étaient fâchés, mais aujourd'hui on est nombreux, beaucoup de Guinéens qui sont fâchés. Mais on se trouve dans un silence et dans une obéissance. Certes, il y a la contrainte, mais il faut que nous cachions, c'est-à-dire cette chaîne de la peur. Parce que c'est la peur et la résignation qui encouragent le dictateur à s'implanter. Parce que tout cela renforce son autorité. Il dit les gens ont peur. Et pourtant, c'est lui qui a peur. Parce qu'un peuple conscient, debout, qui veut arracher sa liberté, aucun obstacle, aucune force ne peut se dresser devant ce peuple. Mais faudra-t-il que ce peuple se rende compte? Parce que j'ai comme l'impression que le peuple de Guinée ne s'est pas rendu compte pour le moment de cette puissance qu'il a. Le groupe de Mamadi, c'est quelques individus. Hein. Tous ceux qui font comme boucan comme ça, là, c'est du faux. C'est un château construit sur le sable. Ça n'a rien de résistant. Mais c'est notre silence et notre passivité qui renforce, qui encourage Mamadi. Mais tant que on est dans ce silence, Mamadi va continuer. Mamadi va continuer à nous broyer. Parce qu'il y a beaucoup qui avaient pensé qu'avec Mamadi, que le boulevard de la présidence de Sékou Touré a été ouvert pour eux. Il y a beaucoup qui avaient pensé que c'est Alpha qui constituait leur obstacle. Pourquoi? Parce qu'ils savent, quand la Guinée est émergente, quand il y a l'ordre dans le pays, il ne peut pas être écouté comme les Makanera ou tant d'autres, les Boubacar Souma. Il faut du désordre comme ça pour que eux ils existent. C'est les gens qui ne peuvent pas exister quand les gros partis, là, les grands partis, dans un jeu démocratique normal, ils n'ont pas de militants. Donc ceci, pour eux, le coup d'État là était salutaire.
Parce qu'en Guinée, il n'y a aucune institution démocratique qui existe. Leur slogan, le droit ou la justice boussole, tout le monde s'est rendu compte que c'était du faux. C'est du chimère. Donc, très cher ami, un dictateur ne tombe pas du ciel. On dit la démocratie ne meurt si nous voulons qu'il meure. Sinon, la démocratie, c'est un acquis. C'est-à-dire tout ce qu'on s'est battu plus de combien de décennies, dirons, pour avoir ces droits-là. La liberté de la presse, la liberté de manifester, la liberté de se regrouper, la liberté... Quelqu'un vient un beau matin et dit « j'interdis tout ». Et qu'on assis, on le regarde. Mais ce qui est dangereux dedans, c'est l'incohérence et la malhonnêteté intellectuelle des élites, surtout certains d'entre nous. Quand je vois un Baouri qui se tapait la poitrine, le coup d'état constitutionnel d'Alpha Condé est inacceptable et que le coup d'état militaire sanglant, il applaudit, il dit oui, ça c'est acceptable. Ou il dit aux gens, au temps de Dadis, j'étais président de la commission qui était contre la candidature de Dadis. Il dit, mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même contexte. Au temps de Dadis, je n'étais pas à la mangeoire. Aujourd'hui, je suis Premier ministre. Donc, ce que je n'ai pas pu accepter à Dadis, j'accepte à Mamadi. Et je fais sa campagne. Ça a été la même chose. Les Ousmane Gawal, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Les Mori Kondé, les Nyalim Bari et tant d'autres qui applaudissent aujourd'hui la candidature de Mamadi. On ne peut pas refuser dire qu'on est contre le troisième mandat et applaudir un coup d'état militaire féroce, sanglant. Et ce militaire veut se maintenir. Car le coup d'état partout au monde, c'est un crime. Mamadi est disqualifié. Mais ce n'est pas moi seul qui le dis. Il y a quelqu'un que vous allez écouter. Il a dit ça avant moi. Écoutez-le. C'est un accident de parcours. C'est si un parti politique est passé par les élections, a gagné les élections, on dira qu'on n'a pas vu le pouvoir. Un accident dû peut-être pour l'instant, vous n'êtes pas. Pour l'instant, vous n'êtes pas. Oui, mais on n'a pas toujours vu encore. Ce n'est pas vous qui décidez. Oui. Donc vous n'avez pas le pouvoir. Oui, mais ceux qui décident ne doivent pas détenir ce pouvoir. Est-ce que c'est donc le pouvoir n'est dans la main de personne. Est-ce que ça ne semble pas ils sont personne, le CNRD? J'ai dit, le CNRD est un accident de parcours démocratique. Oui. Ça semble pas ce pouvoir-là. Il n'est pas dans la rue, parce que je sache, il n'est pas dans la rue le pouvoir. Non, il n'est pas dans la rue, je suis d'accord. Mais il est avec quelqu'un qui ne le mérite pas, qui doit le rendre. C'est pourquoi on parle, tout ce qu'on dit là, on dit transition, il faut rendre le pouvoir. Vous ne savez pas. Ils doivent rendre. Le CNRD ne mérite pas d'avoir ce pouvoir, c'est un accident de parcours. C'est si un parti politique est passé par les élections, a gagné les élections, on dira qu'on n'a pas vu le pouvoir. Un accident dû peut-être pour l'instant, vous n'êtes pas. Pour l'instant, vous n'êtes pas. Oui, mais on l'a pas toujours perdu encore. Ce n'est pas vous qui décidez, donc vous n'avez pas le pouvoir. Oui, mais ceux qui décident ne doivent pas détenir ce pouvoir. Est-ce que donc le pouvoir n'est dans la main de personne? Est-ce que ça ne semble pas ils sont personne, le CNRD? J'ai dit, le CNRD est un acte. Voilà, vous l'avez écouté. C'était hier. Quand je dis hier, ça fait des mois, au moment du coup d'État, c'est Alucine Makanera qui parlait comme ça. Le même Alucine Makanera. Vous voyez, il le disait. Mais il n'était pas seul. Il y a un autre aussi qui en a parlé. Je vais vous laisser écouter ce dernier. Je ne sais pas si j'ai sa vidéo ici. Excusez-moi. Attendez, je l'avais ici. Est-ce que ça ne semble pas ils sont personne, le CNRD? Attendez. Ouais, je vais vous faire écouter l'autre. Ces décrets-là aujourd'hui ne sont ni légitimes ni légaux. Parce que le CNRD, ce n'est pas le peuple de Guinée qui a voté pour eux là. Le CNRD n'a pas été installé par le peuple de Guinée. Le CNRD est venu au pouvoir par coup d'État, chose qui est condamnée par toutes les lois du monde.
Donc, c'est par la force des armes. Et ces armes-là ne sont pas leur propriété, mais c'est la contribution, c'est les ressources de la Guinée qui ont payé ces armes. C'est les ressources de la Guinée qui les ont habillées, c'est les ressources de la Guinée qui les ont formées pour protéger et sécuriser la Guinée et les Guinéens. Et dernière question, c'est... Bon, je crois que vous l'avez reconnu aussi par sa voix. C'est Aboubacar Souma, l'un des soutiens actuels aussi de Mamadi Doumbouya. Je n'en laisse pas compte. Et que nous, je vous laisse écouter encore. Ces décrets-là aujourd'hui ne sont ni légitimes ni légaux. Parce que le CNRD, ce n'est pas le peuple de Guinée qui a voté pour eux là. Le CNRD n'a pas été installé par le peuple de Guinée. Le CNRD est venu au pouvoir par coup d'État, chose qui est condamnée par toutes les lois du monde. Donc c'est par la force des armes. Et ces armes-là ne sont pas leur propriété, mais c'est la contribution, c'est les ressources de la Guinée qui ont payé ces armes. C'est les ressources de la Guinée qui les ont habillées, c'est les ressources de la Guinée qui les ont formées pour protéger et sécuriser la Guinée et les Guinéens. Et dernière question, c'est... Bon, je crois que vous avez écouté ces deux messieurs, Aliceni Makanera et puis Boubacar Souma, qui sont aujourd'hui les fervents défenseurs de Mamadi. Mais comme on dit souvent que dans ce monde actuel, tout est archivé, hein, rien ne se perd. Donc tout est archivé. Mes très chers compatriotes, je vous dis que un dictateur, les dictateurs ne tombent pas du ciel. C'est nous qui leur fabriquons. Par le fait que nous restons passifs, nous leur regardons faire ce qu'ils doivent faire de nous. Nous leur donnons un chèque à blanc. Nous leur autorisons d'avoir le droit de vie et de mort sur nous. Et notre passivité, c'est le terreau fertile pour un dictateur. Mais laissez-moi vous dire, la faiblesse de la force, c'est quand la force devient l'outil de légitimation, non l'argument de la force. Parce que la chose la plus limitée dans la vie humaine, c'est la force. Qu'elle soit force physique ou mentale ou quoi, c'est la chose la plus limitée dans le temps. Le célèbre poète panafricain, dans son livre sur la négritude, avec Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire disait que le malheur de l'Afrique francophone, c'est d'avoir rencontré la France sur son chemin. Et cette France-là, qui continue, par les personnes interposées, piller nos pays, créer l'instabilité dans nos pays, créer la misère dans nos pays. Cette même France coloniale, nous parlons leur langue pour nous comprendre. Parce qu'ils sont venus, ils ont imposé leur langue à nous. Sinon, comment comprendre dans un pays comme la Guinée, où il y a plus de 23 langues, où vous allez dans certains pays africains, le Cameroun, où il y en a 500, ou au Nigeria. Nous, on n'a pas trouvé une langue commune entre toutes nos langues-là, sauf la langue du blanc. Ils voulaient nous contrôler, parce qu'il nous dit, quand je leur arrache leur langue, l'outil par lequel ils se communiquaient entre eux, que moi je ne comprends pas, je leur maintiens. La langue française a été imposée par le colon. Avant 1900, en Afrique, on était si organisés, nos royaumes, dans le royaume mandingue par exemple,
La langue commerciale, comme l'anglais aujourd'hui, c'était la langue Djoula. Djoula veut dire commerce. On utilisait la langue Djoula pour vendre, pour négocier ou quoi. C'était la langue qui était utilisée dans cette zone. L'empire de Manding. La langue Pulaar était utilisée comme la langue religieuse. C'est-à-dire pour tous ceux qui croient la croyance ethnique et tout ça là, religieuse là. C'était la langue Peul qui était utilisée. Les autres langues aussi avaient leur signification, mais ils sont venus déboutonner tout ça. Parce que quand tu enlèves la langue chez quelqu'un, tu le coupes de tout. Parce que la langue, c'est le premier facteur culturel d'un peuple. Un peuple qui ne parle pas sa langue, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Après la langue, après avoir déshumanisé culturellement nos peuples, ils nous disent de manger comme eux, de manger ceux qui vont envoyer chez nous. Il faut qu'ils nous forcent. En Guinée, selon les régions, le riz n'était pas l'aliment de base de tous les Guinéens. Au Fouta, c'était du fonio. En Haute-Guinée, c'est le taux. Le taux à base du sorgho ou du manioc. En forêt, c'est à base des feuilles. Du haricot aussi. C'est en Basse-Côte où on avait le boramali, c'est-à-dire du riz produit dans les bas-fonds. Mais lorsqu'ils perdaient la guerre de l'Indochine au Vietnam, c'est ainsi que le colon français est venu avec le riz. Il faut que les Guinéens produisent le riz. Ils ont transformé nos champs de manioc, de fonio en champs de riz. Ils ont imposé dans les cantines scolaires, dans les familles, on donnait les ravitaillements en riz. C'est comme ça que le riz est devenu l'aliment de base des Guinéens. C'est un mécanisme. Vous savez, l'endoctrinement passe par beaucoup d'autres éléments. Et au-delà, on disait de s'habiller comme eux. Pour être considéré, quand on dit venir en tenue correcte, il faut venir en 3 pièces. Les femmes en tailleur. J'ai écouté il y a quelques jours, je regardais une vidéo. En Côte d'Ivoire, il y a une Française qui a ouvert un restaurant, qui est un restaurant chic, il semblerait. Mais elle a mis sur la porte, venez avec les tenues correctes, qu'il faut, tenues correctes et tout ça. Là. Il y a les jeunes Ivoiriens qui sont venus très propres, ils étaient en tenue baoulée, en tenue traditionnelle de chez eux. Ils sont venus, ils ont été arrêtés à la porte, ils disent non, qu'ils ne peuvent pas rentrer avec leur tenue là, qu'il faut avoir veste, cravate et puis costard quoi, comme un occidental. Mais ces jeunes-là ne sont pas laissés faire. Ils ont tapé là-bas, ils ont créé du bruit et ça fait, la responsable même, la propriétaire est venue, comme elle a vu que l'écho il dit non, bon, il faut leur laisser, et les gens disent, c'est pas à dire que vous nous permettez, il dit ici c'est Côte d'Ivoire, c'est la terre africaine, votre façon de nous ségréguer dans vos pays, il dit vous ne pouvez pas le faire ici sur la terre de nos ancêtres, parce que je vous dis, le racisme est culturel. Le racisme, c'est culturel et jusqu'à la fin du monde, ça existera. C'est par notre réaction face à un acte raciste qui fera effet. Ou bien il y aura toujours du racisme sur cette terre. Parce que c'est psychologique. Certains ne le font même pas exprès. C'est lorsque ils voient ta réaction, ils te disent. Il y a un collègue qui m'a dit un jour, il dit, toi je t'aime bien, vraiment, tu as une façon de te comporter par rapport aux autres là. J'ai dit, les autres là, c'est qui ça? Il ne faut plus me dire ça.
Et tu m'insultes d'une façon indirecte. Il dit, moi, je ne suis pas différent de ceux qu'ils appellent là les autres. Pourquoi tu généralises? Hier aussi, il y a une amie qui m'a appelé. Elle est ivoirienne, il y a son fils qui est venu. L'ami de son fils est venu chez lui. Ce dernier vient à la porte. Il ne dit pas bonjour. Il demande, est-ce que Michael est là? Ah! Il dit, il a regardé le jeune. Il dit, tes parents ne t'ont pas appris quand tu viens chez quelqu'un. D'abord, tu lui dis bonjour. Avant de demander quelqu'un ou tout ça. Je viens, je t'ouvre la porte, tu me dis même pas bonjour, tu viens. Il dit, bon, Michael n'est pas là. Va chez toi. Il s'en va. À la route, il appelle son ami. Vous connaissez les ados là. Il appelle son ami, le fils de... Et ce dernier prend le téléphone. Il dit, ah bon, tu étais là, ouais. Il dit, mais ta mère m'a pas laissé rentrer. Elle a crié sur moi et tout ça là. Qu'est-ce que le jeune dit? Il dit, mais écoute, il faut comprendre, c'est une Africaine. Tu connais, hein, les Africains, ils sont... Et puis, il vient dire encore ça à sa mère. Il dit, ah, j'ai demandé excuse à maman. Il dit, maman, tu as renvoyé mon ami, pourquoi? Il a expliqué, et puis ton ami est venu. Est-ce que toi, quand tu vas chez eux, tu ne salues pas leurs parents quand tu viens? Il dit, je l'ouvre la porte, il me dit même pas bonjour, il te demande. Je le demande, tu ne dis pas bonjour avant de ça. Il ne m'a pas salué et je lui ai dit de foutre le camp. Il dit, toi, tu appelles ton ami pour t'excuser. Et puis, encore plus, tu dis que moi, je suis africaine. Toi, tu es quoi? Le petit dit, non, lui n'est pas africain, lui, il est né au States. Tu vois, tu sais, on est tellement acculturés, de sorte que nos enfants même qui sont nés en Occident sont pires encore. Parce que eux, ils sont ni africains, ni occidentaux. Parce que les gens d'ici ne le considèrent pas aussi. Hein. À un certain âge, ils commencent à avoir ces problèmes-là dans leur vie de tous les jours. Mais ils n'ont pas la même mentalité que les enfants aussi en Afrique là-bas. C'est pourquoi je le disais que de tout faire pour que son enfant aille faire les stages en Afrique. Parce que le déracinement culturel des Africains fait que on n'a plus confiance en nous-mêmes. C'est-à-dire nous vivons dans un complexe d'infériorité permanente. Mais tu prends un clochard en Occident, tu l'envoies dans un pays africain, en Guinée par exemple, un clochard ici, tu l'envoies, tu ouvres un restaurant là-bas, tu le fais asseoir seulement devant la porte, son restaurant est plein tous les jours. Même si les recettes là-bas, ce qu'il vous donne n'est pas bon, mais du fait qu'il est blanc, les gens vont aller à son restaurant. Parce que mentalement, on est conditionné. Mais en Afrique, quand tu es propre, on dit tu es blanc. Quand tu fais quelque chose qui est normal, on dit ah, il lui fait comme les blancs. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on n'a plus confiance en nous-mêmes. Donc tout ça, il faut qu'on déconstruise ça dans notre esprit. Mais comment déconstruire ça? C'est par l'éducation et la sensibilisation des plus jeunes. Mais vous savez, cher ami, l'apparente motivation sur laquelle nous sommes assis, en nous faisant croire que nous sommes rien, sans eux, fait que nous devenons impuissants. Dans mon pauvre pays, la Guinée, il semblerait qu'il faut dire aux gens, je suis sortant de Harvard, où j'ai fait l'école, les hautes études de commerce de Paris ou de Montréal, pour que les gens t'applaudissent. Mais ils ne savent pas que le diplôme n'est qu'un papier. Mais tout ça, ça fait partie du conditionnement mental. On nous a tellement conditionnés à nous haïr, de sorte qu'on n'a plus confiance en nous-mêmes. Mais
Tout ça, ça demande du temps. Mais aussi, ça demande ce côté patriotique, cet homme qui est résilient, cet homme qui fait une certaine violence envers lui-même. Parce que pour que quelqu'un te respecte, il faut commencer toi d'abord de te respecter. Pour que quelqu'un t'aime, il faut t'aimer au retour. Parce que l'amour et la liberté, on ne le commande pas, on l'arrache. Le respect, on l'impose. Le patriotisme, par contre, on le cultive. On crée les conditions. Quand vous allez en Amérique du Nord, il n'est pas rare de voir devant les maisons ou devant les appartements les drapeaux américains. Mais en Guinée, si ce n'est pas même dans les lieux publics là, de service, avoir ce drapeau national devant ton bâtiment ou devant ton appartement, c'est un signe de patriotisme. C'est l'attachement à la terre natale. Parce que ce sentiment d'attachement-là, il faut que nous montrons du fait que on n'a pas ce sentiment d'appartenance. On dit en Guinée, c'est-à-dire tout ce qui appartient à l'État n'appartient à personne. Et on peut faire ce qu'on doit faire. C'est pourquoi j'encourage beaucoup les jeunes qui font le développement personnel, qui parlent. Parce que tout ça, c'est l'ignorance qui nous envoie là. Je n'ai rien contre les artistes. Mais quand je vois qu'on donne une maison à Gili Kabebintu, ou le lendemain, on dit que son tata, on a donné une maison, et nos parents, les centaines de maisons qui ont été complètement dans le sinistre de Corentin, même un sac de ciment, ils n'ont pas reçu. Est-ce qu'on a indemnisé les familles qui ont tout perdu à Zérekouré? Les idoles comme Sékou Bembeya, il a été déguerpi dans sa maison de Kamayen. Il est actuellement jusqu'au kilomètre 36. Pourquoi on ne l'a pas donné une villa à Kipé et tout ça là? C'est dans cette injustice. Quelqu'un qui prend ton bien, qui appartient à tout le monde, mais toi tu l'applaudis quand il te donne les miettes. C'est parce qu'on n'a pas ce sentiment, on n'a pas ce sentiment d'appartenance, on n'a pas cette force patriotique de dire que la Guinée nous appartient tous, que tu sois président, même par infraction, tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Mais tout ça, il faut sensibiliser les gens. Mais vous savez, chers amis, l'affirmation du patriotisme à travers le drapeau, à travers l'honnêteté, à travers l'éthique, cet attachement à la patrie est fondamental dans une nation. Nous avons perdu cet amour et cet attachement à notre nation. Parce que si vous voyez que tout ce qui se passe, nous disons tous les jours, j'aime la Guinée, c'est... Mais c'est faux. Il y a très peu d'entre nous qui aiment réellement la Guinée. Il ne s'agit pas de dire j'aime la Guinée et puis laisser faire ou voir la Guinée se détruire au vu et au su de tout le monde en disant que tu aimes la Guinée. Ce n'est pas vrai. Vous savez, la Guinée, notre pays, il y a 3 catégories de Guinéens. Il y a d'abord ce groupe de brigands, à la tête de laquelle se trouve Mamadi et ses amis, qui se disent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur tout Guinéen, que la Guinée leur appartient. Donc pour eux, c'est leur butin de guerre. Ils peuvent en faire des Guinéens et les richesses de la Guinée comme ils veulent.
Ça, c'est la première catégorie. C'est ce groupe de bandits-là qui constitue le premier groupe. Le deuxième groupe, il y a une petite poignée de jeunes et d'adultes opportunistes qui sont, certains sont politiciens de carrière ou artistes ou je ne sais, les démagogues. Donc par la force des décrets et les dons et tout ça, ils s'occupent des postes de responsabilité où ils sont là, ils entretiennent les propagandes très zélées là. Le deuxième groupe est constitué par ceci. Et enfin, la grande majorité silencieuse des Guinéens, cette grande majorité est orphelin. Il est courbé, soumis et docile à ce qui se passe dans son pays. Quand vous regardez, c'est les trois catégories, les trois groupes qui existent actuellement en Guinée. Il y a le groupe des délinquants, Mamadi et ses trucs. Il y a des opportunistes là, de toutes catégories qui se renouent, qui font les Yarmara comme on dit. Et il y a cette grande majorité passive, docile, mais qui est orphelin en fait. Parce qu'un pays dirigé par un légionnaire qui gère le pays dans la terreur, dans l'intimidation, l'assassinat, toute voix discordante est réduite en silence. Il crée la psychose, il tue les gens. Mais si nous n'avons pas un leader qui peut nous galvaniser, qui peut nous mobiliser pour contrer, si nous n'avons pas quelqu'un qui a le courage de s'arrêter devant nous, il dit il faut que nous affrontons ce temps. Le terrain est libre parce que tout peuple a besoin d'un guide. Nous sommes devenus un peuple orphelin en Guinée. Comment comprenez-vous qu'à l'heure là, plus de 14 000 enseignants ont plus de 10 mois de salaire d'arriérés qui ne sont pas payés? Les Boubacar Souma qui tapaient la table au temps d'Alpha pour un rien, que chaque enseignant doit avoir 8 millions. Est-ce que vous entendez Boubacar Souma parler? Les enseignants qui sont renvoyés dans leur lieu de travail, leur salaire même n'atteint même pas même le minimum avec l'inflation et le taux de la vie chère. Mais Boubacar Souma, vous ne l'entendez pas parler parce que c'est un hypocrite, c'est les lâches. Abdoulaye Diallo ou Abdoulaye Sow, le syndicat des banques, les banques primaires aujourd'hui ne fonctionnent même pas parce qu'ils n'ont pas de liquidité. L'État vient réquisitionner leurs réserves à la Banque centrale. Les banques primaires sont dans les difficultés terribles. Mais est-ce que vous entendez Abdoulaye Sow parler? Au temps d'Alpha, pour un rien, il dit les banques sont fermées. Savez-vous pourquoi il ne parle pas? C'est pas par la peur, mais il est complice. Parce que quand on est leader syndical, on doit prendre sa responsabilité. Et Amadou Diallo, qu'est-ce qu'ils font ces syndicalistes? Voilà, c'est les gens qui ont trahi le peuple de Guinée. Et le mouvement syndical, ces braves travailleurs, vous devrez vous réveiller, vous devrez renvoyer ces gens-là. Ils ne sont pas là pour vous protéger, ils ne sont pas là pour protéger les travailleurs. Mais ils sont là, ils sont complices parce qu'on leur a promis que le prochain remaniement gouvernemental, ils seront ministres. Parce que pour eux, ils seront ministres où on leur a donné un peu d'argent pour se taire. C'est la même chose pour la presse. C'est pourquoi je n'ai même pas de pitié pour les Lamine Grassi ou Antonio. C'est les gens qui ont sciemment fermé leur radio parce qu'on leur a donné 60 milliards de francs guinéens. Il y a la dame, leur interview de la dame, je ne sais pas, de l'Arac qui en a dit. Il y a Marwan même qui a dit que Gawal l'a fait signer quelque chose pour avoir
pour faire les propagandes. C'est réel. La presse est où? Est-ce que vous avez entendu un jour que les gens de la presse ont dit une journée sans radio en Guinée? Durant ces 3 ans-là, vous avez entendu? Mais après cette période-là, c'est-à-dire l'avantage aussi de ce coup d'État, ça nous permet quand même de savoir qui est qui réellement dans ce pays. Parce que il y avait les marchands, c'est-à-dire les gens qui utilisaient les mouvements soit syndicaux comme les groupes de lobby, de pression. Ils existaient, mais on leur voit maintenant. Les vrais problèmes existent, mais on ne leur entend plus. Mais c'est toute cette émission-là qui fait que la soumission à la peur, ça mène, c'est ce qu'on appelle la passivité. Mais il faut dire aussi que la soumission du peuple n'est pas forcément due à la peur ou à la souffrance, mais il est dû aussi à l'absence d'un éclaireur, d'un leader courageux qui va réveiller la conscience, qui va inciter ce peuple-là à prendre son destin en main. Parce qu'il faut, dans toute société, il faut des animateurs de la conscience sociale. Ça, c'est partout au monde. Mais on dit quand un peuple est coincé contre le mur et qu'il ne sait pas là où partir, c'est là que cet éveil de surconscient, de façon spontanée, les gens vont sortir, ils vont se déchaîner. Nous souhaitons que cette époque-là maintenant arrive. Parce que le malheur de l'avoir perdu ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu. Parce que c'est après avoir perdu le bonheur qu'on commence à tenir, à se rappeler ce qu'on avait comme précieux. Ceux qui parlaient de la dictature au temps d'Alpha Condé, où sont-ils? Ces avocats français qui défendaient le FMDC, où sont-ils avec la disparition de Fourniquet et de Temps? Vous leur entendez parler? Parce que c'est l'État français qui payait leurs honoraires pour en faire le FMDC comme ce que j'appelle les idiots utiles, parce qu'ils voulaient combattre Alpha Condé. Ces multitudes d'organisations de droits de l'homme, où sont-ils aujourd'hui? Ils ont tous disparu. Ne continuons pas à tourner en rond, car la tête à moitié perdue. Voilà la vie en Guinée. Le reste ne vaut pas la peine qu'on parle de bonheur ou de malheur. Ce qui compte, conservons ce qu'on a, cette dignité. Parce que le jeune Guinéen aujourd'hui, c'est dommage. Quand je regarde les vidéos sur TikTok, je vois les jeunes Camerounais, les jeunes Béninois, les jeunes Ivoiriens même, en train de parler du business, de l'entrepreneuriat. Ils font les bassins piscicoles ou en train de parler quelques applications d'intelligence artificielle et tout ça. Mais quand je vois en Guinée, je regarde un peu les jeunes Guinéens, si ce n'est pas porter les petites tenues nues là, ou c'est le mouvement de soutien, ou certains c'est applaudir, on a aménagé la plage, ça me fait mal. Parce que l'avenir d'un pays se traduit par le comportement de sa jeunesse.
Si vous voyez une jeunesse irresponsable, une jeunesse qui est dans les futilités, les mouvements de soutien, les trucs, ah, on a fait plage ici et tout ça, c'est beau. Dites-vous que ce pays-là n'a pas d'avenir. Parce que la réserve est pourrie. Les jeunes Guinéens, tout ce qui leur préoccupe à l'heure là, c'est comment, c'est-à-dire Mamadi a instauré la facilité, la perversité chez les jeunes en Guinée. Pour eux, leur avenir, c'est faire la démagogie, créer les mouvements. Tu n'entends pas, parce qu'il va même prendre les blogueurs, les vanoupiers comme John, le Sénégalais là, ou les, comment elle s'appelle là, Makosso, les gens qui n'apportent rien, au lieu qu'il fait appel, parce qu'il y a beaucoup de jeunes blogueurs aussi, qui animent les ateliers d'entrepreneuriat, qui font, et ils expliquent les techniques de pisciculture, ils expliquent les techniques, même les start-up. Pourquoi ne pas inviter ces jeunes-là pour venir discuter avec... Mais quand tu viens, quelqu'un qui se dit marmailleur, ou un Sénégalais qui vient nous montrer Monsi Mandou est là depuis les siècles. Lui, il quitte au Sénégal là-bas. Le Sénégal, on parle de plus de 7 milliards de dollars dont la Banque mondiale même a suspendu sa copie. Mais il ne parle pas du Sénégal, il vient en Guinée. Ah, Monsi Mandou, c'est comme ça. Mais au lieu de dire aux gens que Monsi Mandou, nous connaissons Monsi Mandou, on sait que Monsi Mandou est là. Tu ne peux pas venir nous apprendre que Monsi Mandou c'est foutu. Mais parle-nous pourquoi le contrat révisé, la convention là n'est pas publique. Pourquoi on dit que c'est 14 km, on ne veut pas que le monde entier soit. Mais vous voyez, mais quand on trouve un pays où les dirigeants sont légers, tout le monde vient profiter. Parce qu'ils ont voulu faire appel à des... comment Kébib Seba, Nathalie Nia, mais ceci même, il paraît, Alain Foucault, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas parce que l'affaire guinéenne là, c'est pas clair quoi. Donc, comme ils n'ont pas pu faire appel à ce panafricain là, les gens, parce que parmi eux, c'est le seul Franklin Nyansi, lui critique directement, mais les autres, ils préfèrent se taire. Mais ils ont voulu faire appel à eux, mais ils n'ont pas gagné maintenant. Parce que ces gens-là, les blogueurs mal fichus, là, c'est les centaines de milliers de dollars qu'on leur donne. Hein. Quand ils viennent en Guinée, leur billet aller-retour est payé, leur logement, leur prime par jour, c'est les centaines de milliers qu'on distribue aux gens pour faire leur propagande. Qui vient pour faire savoir au monde entier, on a vu. C'est un blogueur sénégalais qui est venu dire ici que Sadiba était impliqué dans le coup d'État. C'est comme ça que Sadiba a été froidement tué. Un pays où on laisse, c'est-à-dire la gestion du pays est gérée sur les Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est les blogueurs et tout ça là qui font la communication publique. Mes chers amis, comme je disais que la faiblesse de la force, c'est quand la force est utilisée comme outil de légitimation, non un argument de force. Parce que la chose la plus limitée dans le temps, c'est la force. Mais il y a une chose aussi, le calme et la sérénité, certes, c'est les valeurs de la dignité. Mais rien ne valorise l'excitation d'un peuple s'il n'arrache pas sa liberté. Parce que c'est la lutte qui libère. C'est la lutte qui libère un peuple. Parce que dès lors que chacun de nous comprendra qu'il est contraire à la dignité humaine d'obéir à une loi injuste, qu'aucune tyrannie ne peut s'asseoir lorsque le peuple dit non. Mais la banalisation et surtout la passivité du peuple fait que le dictateur continue à nous écraser. Parce que mieux vaut souffrir, voire même mourir dans la dignité,
que d'accepter la bassesse dans l'humiliation, comme les Aboubakar Kamara ou les Makanira et tant d'autres. Le professeur Alpha Condé s'est battu durant 40 ans pour ce pouvoir. Sa seule arme, c'est son discours, sa conviction et sa patience. Vous savez, l'espoir est pour l'âme, comme ce que l'eau est pour le corps. Parce que notre masse corporelle, la moitié de notre masse corporelle, c'est l'eau. L'âme donne l'espoir. Là où règne le désespoir, le courage, là où règne la peur. Mais bon, le vrai désespoir, c'est de ne pas réfléchir sur notre destin. Le vrai désespoir, c'est dire que tout est fini. Acceptons, c'est le fatalisme. C'est dire que Dieu qui a donné le bourreau, c'est ça le vrai désespoir. Parce que mieux vaut se tromper dans l'espoir que d'avoir raison dans le désespoir. On ne doit pas se décourager. Parce que l'âme, c'est le siège de l'activité psychique. C'est dans ça que nous réfléchissons. Dans la vie des gens, il arrive souvent qu'on s'unisse pour vaincre l'ennemi commun. Interphénomène en psychologie, on appelle ça les amitiés de fortune ou l'unification contre un ennemi commun. Certes, aujourd'hui, chacun de nous a une obéissance ou une idéologie, mais nous sommes arrivés à un moment où le socle sur lequel toutes nos contradictions ou toutes nos adversités doivent se jouer, ce socle-là est en train d'être complètement détruit. C'est quoi ce socle-là? C'est la République. Donc, mettons bas la terre. Laissons en veilleuse nos contradictions politiciennes et mesquines pour s'attaquer à ce qui est fondamental. Parce que Mamadi est en train de détruire la République. Mamadi est en train de tout bousiller en l'air. Mettez-nous ensemble pour combattre ce fléau. Parce que Mamadi constitue l'ennemi numéro 1. Ce n'est ni l'ethnie. C'est Mamadi qui est le premier responsable. Le mal commun en Guinée à l'heure là a un nom, il a un visage, c'est Mamadi Doumbouya. Tout le reste, on peut régler ça en homme civilisé. Mais tant que Mamadi est là, dites-vous que ça serait très difficile. Très chers compatriotes, continuons à nous battre. Continuons, parce qu'on ne le fait pas pour Paul ni pour Pierre. On le fait pour nous-mêmes et pour nos enfants demain. Mais aussi, on n'a pas de choix. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Parlons-en. Informons nos parents, nos amis. Discutons avec nos amis. Parce qu'il est très lent. La conscientisation du peuple est lente. Ça prend du temps.
Mais quand la conscience pénètre chez le peuple conscient, dans le subconscient du peuple, ça se transforme en une bombe. Notre travail, c'est continuer à communiquer, continuer à expliquer tout ce qui se passe chez nous à nos parents. C'est ça notre rôle. Si on ne le fait pas, on aurait trahi nos ancêtres, mais aussi on a trahi nos parents. Parce que nos parents nous ont envoyés à l'école pour leur éclairer, pour leur dire la vérité. Voir notre pays en destruction et s'asseoir, se taire sans rien dire, ou venir dire à nos parents, non, tout va bien, et pourtant, ça ne va pas. Faisons ce travail. Ce travail, c'est le nôtre. Chacun de nous peut faire sa part, à sa petite échelle, même à 2 personnes, en parlant à 2 personnes. Tu n'as pas besoin de mentir ou aller chercher les exemples compliqués là. Regarde, le prix de riz était combien avant ce coup d'État là, et c'est combien aujourd'hui. La vie en Guinée, l'insécurité qui est là, et dans certains moments là, on dit 21 milliards volés qui se portent. On distribue l'argent du pays à des artistes, à des vanoupiers et à nos parents qui meurent à Corentin à 0 courrier par heure. On tue les gens. Voilà les exemples terre à terre. Ça veut dire que le pays, ça ne va pas. C'est quelque chose qui n'existait pas. Et cela ne va pas finir. Tout ce que le Mamaya qui font là, c'est pour qu'on reconnaisse Mamadi. Les Français veulent le reconnaître. Mais est-ce que cela va changer dans notre vie? Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne changera rien. Dites, nous, on s'en fout de leur élection là. Leur constitution, on s'en fout de tout. Ce que nous voulons, c'est le départ de Mamadi. Point barre. C'est ça. Donc, chers amis, je vous souhaite de passer un bon week-end. Et on se reprend demain. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci.